Parfait. Bonjour, mon nom est Sandra Bélanger, coordonnatrice scientifique de l'Institut d'éthique appliquée. Ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir ce midi pour notre conférence. Je vais laisser le soin à notre responsable de l'axe éthique et santé, le docteur Félix Pajot, de nous présenter notre conférencière pour ce midi. Bonjour tout le monde, merci d'être là pour assister à cette conférence sur la priorisation de l'accès aux soins intensifs. On a l'honneur aujourd'hui de recevoir Mme Geneviève Desgagnés, qui est titulaire d'un DESS en éthique appliquée de l'Université Laval et d'une maîtrise en éthique de l'UQAR. Elle est présentement conseillère en éthique au CHU de Québec à l'Université Laval et s'intéresse principalement à l'éthique clinique. Dans son travail, elle est appelée à faire des consultations éthiques auprès des divers intervenants et faire la promotion d'une réflexion éthique au sein de l'établissement. Dès la première vague de la COVID-19, elle a été mandatée à la mise en place d'un protocole de priorisation pour l'accès aux soins intensifs adultes, à préciser, en contexte extrême de pandémie au sein du CHU de Québec, Université Laval. Un mandat qui lui a imposé une réflexion éthique sur les valeurs et motivations derrière le protocole. J'ai déjà eu la chance d'écouter Mme Desgagnés dans une présentation qu'elle avait donnée en Suisse. C'était fort intéressant. J'ai hâte d'en entendre plus sur les réflexions qui ont dû se poursuivre depuis cette dernière présentation. Merci, Mme Desgagnés. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas faire de support visuel pour pouvoir vous voir. Alors, ceux qui sont à l'aise d'ouvrir leur caméra, malgré le fait qu'on est en train d'enregistrer, sentez-vous à l'aise de l'ouvrir, question que j'ai l'impression de parler à des gens, non pas à des noms. Alors, oui, voilà, j'ai été mandatée à la mise en place du protocole de priorisation des soins intensifs en situation extrême de pandémie pour le CHU de Québec. Et puis, bien entendu, ce protocole-là est un protocole qui descend directement du ministère ou aurait descendu, on se comprend, il n'a pas été activé, heureusement, et puis qui descend du ministère. Alors, ça l'aurait inclus finalement la mise en place pour tous les établissements de santé de la province et non pas seulement le CHU de Québec. C'est important de bien le comprendre. Alors, pour la présentation aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est commencer par mettre la table sur les balises, là, les premiers éléments, les objectifs de ce protocole-là, pour ensuite parler des valeurs éthiques. On poursuivra avec le changement de paradigme que cela aurait pu impliquer et ce que ça a impliqué aussi. Là, je pense que c'est important de le nommer parce que la réflexion n'est pas terminée. Et puis, j'aimerais ça aussi discuter un petit peu avec vous de ce qui s'est passé, ce qui a été vécu dans les établissements, les principaux enjeux. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ce que nous avons réalisé dans le cadre de la pandémie puis du protocole de priorisation. Alors, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi on parle encore du protocole de priorisation alors que pendant la 5e vague, visiblement, on n'allait pas le déclencher. Le fait est que, en général, c'est plutôt les étages là, qui ont été engorgés plus que les soins intensifs. Mais il reste quand même qu'on a réactualisé la mise en place du protocole de priorisation des soins intensifs. Et puis, je pense qu'on en parle encore parce qu'on n'est pas à l'abri de d'autres situations extrêmes. On peut penser à des cas d'orange, on peut penser à des catastrophes naturelles, on peut penser à une autre pandémie, autre que celle du SRAS COVID-19, mais on peut aussi penser à une autre vague de la COVID qui serait rendue à la 5e. Alors, je pense que c'est pour toutes ces raisons-là que c'est intéressant de discuter encore du protocole de priorisation des soins intensifs. Alors, je pense que c'est important de porter un regard sur ce qu'on a fait en tant que société par rapport à la prévention d'un état d'urgence aux soins intensifs et de la qualité du travail qu'on a réalisé. Rappelons-nous qu'il y a plusieurs provinces et pays qui ont fait le choix de ne pas se prémunir d'un protocole comme celui-là. Le fait d'avoir investi du temps, de l'énergie dans le développement du protocole de priorisation nous permet aujourd'hui d'être plus familiers avec la gravité d'une situation extrême comme celle de la COVID. Puis, il faut être outillé, surtout sur papier, mais surtout d'avoir débuté une réflexion éthique sur la priorisation des soins intensifs. Ça m'apparaît un élément important à se rappeler. Alors, l'objectif du protocole de priorisation, rappelons-nous,
Le protocole a vu le jour un petit peu après la première grande vague en Europe qui nous a donné la frousse, rappelons-nous de ce qui s'est passé en Italie. Et puis, c'est après ça qu'on a choisi de faire un protocole de priorisation ici pour que ça ne nous arrive pas de la même façon. Alors, l'objectif, là, il se divise là, en 3 grandes parties. Là. Premièrement, on s'entend, c'est minimiser la mortalité et la morbidité pour l'ensemble d'une population et non pas pour chaque individu indépendamment. C'était le premier objectif. On souhaitait également donner accès à des soins médicaux à tous les patients qui en ont besoin, selon leur état clinique et selon la situation de priorisation aussi. C'est un message qui a été répété encore et encore. Là, tous les patients auront droit à des soins selon leurs besoins, leurs besoins à l'étape et dans la situation, mais aussi leurs besoins par rapport à ce qu'on est capable d'offrir par rapport à la priorisation qui est en vigueur. Ensuite, l'idée du protocole de priorisation était également de maintenir une communication claire, efficace et transparente avec les patients, les proches, pour assurer des décisions qui sont en cohérence avec les souhaits et les valeurs des patients et la réalité de priorisation. Ici, là, on rappelle encore et encore l'idée de faire les niveaux de soins qu'on appelle les NIM, à l'entrée à l'urgence, aux soins intensifs, aux étages. Ça a été discuté maintes fois. Ça m'amène à vous parler de ce que le protocole a voulu éviter. En fait, le protocole a voulu limiter les initiatives et les improvisations de priorisation, qu'on appelle aussi le triage. Rappelons-nous, la première mouture s'appelait protocole de triage. Alors, on voulait limiter, c'est ça, les initiatives, les improvisations qui auraient pu se faire à d'autres moments dans la trajectoire. On peut penser directement aux urgences, on peut penser aussi à domicile, sur les étages, directement dans les appels d'ambulance, etc. Fait que c'est exactement cette partie-là qu'on voulait éviter. On voulait ramener la décision à un centre qui est le comité de priorisation, où il y aurait les décisions qui seraient prises directement d'un comité qui descendrait vers les étages. On est vraiment dans un système top-down où la décision se prend en haut et se descend dans les établissements et doit être appliquée. Alors, ce que le protocole a voulu permettre, finalement, c'était de diminuer la souffrance morale chez les soignants. N'oublions pas que des choix déchirants auraient pu avoir lieu. Un médecin pourrait être obligé de répondre positivement à l'hospitalisation d'un, mais au refus de l'autre, etc. Et puis, finalement, se ramasser avec des décisions plus ou moins équitables au cours des jours, au cours des heures. Alors, c'est ce qu'on a voulu empêcher en appliquant le protocole de priorisation des soins intensifs, c'était de centraliser une prise de décision équitable pour tous. Alors, ça nous amène à des principes procéduraux, lorsqu'on souhaite appliquer un protocole comme celui des soins intensifs, il faut toujours se demander, est-ce qu'on serait en mesure d'expliquer notre prise de décision publiquement? Alors, si la réponse est non, bien, il faut aller revoir quelles sont nos balises, puisqu'on pourrait avoir à expliquer finalement notre prise de décision. Alors, pour s'aider, il semble essentiel de s'appuyer sur des principes procéduraux pour la prise de décision. Alors, il y en a 5, en fait. Il y a l'ouverture et la transparence. Le processus de décision doit être documenté et communiqué avec les familles et les patients, ce qui inclut, entre autres, l'étape de priorisation dans laquelle on est, puis les enjeux que cette étape-là impose. Ultimement, là, les fondements des décisions doivent être expliqués aux patients, à la famille. Il faut aussi que les décisions soient raisonnables, fondées sur des motifs raisonnables, par exemple des preuves, des principes clairs, des valeurs. Et puis, les décisions doivent être prises par des personnes qui sont crédibles et puis qui ont la responsabilité de ces décisions-là. Dans le cas du protocole de priorisation des soins intensifs, considérant que la demande descendait directement du ministère, les médecins et les éthiciens choisis pour être membres du comité de priorisation avaient la responsabilité de faire descendre les décisions.
Il faut aussi que les décisions soient inclusives. Par là, j'entends qu'il y a une prise que la décision soit prise avec l'ensemble des membres du comité de priorisation sur des principes, des preuves et des valeurs qui vont dans ce sens. Ce que je voulais dire, c'est que le point de vue de tous les membres doit être pris en compte dans le processus décisionnel. Alors, on savait que, vous savez, dans le comité de priorisation inclut des médecins et des éthiciens et ou des gestionnaires. Et puis, dans le principe d'inclusivité, on nomme que chaque personne, chaque membre doit avoir sa parole. Ensuite, on parle de réactivité. Alors, il faut être capable, dans ce type de protocole-là, de réexaminer, de reviser au fur et à mesure de l'évolution de la situation, le processus qu'on a mis en place. Les parties prenantes doivent avoir la possibilité de partager leur inconfort, leurs préoccupations concernant des décisions. Alors, un processus de réévaluation, un processus de plainte doit être mis en place. Et puis finalement, dans les principes procéduraux, on parle également de la responsabilité, qui est en fait un mécanisme pour garantir la décision éthique le plus possible. Alors, les principes procéduraux dont on vient de parler sont assurément insuffisants là, pour assurer les meilleures décisions. C'est pour cette raison que l'écriture du protocole s'est basée aussi sur des valeurs éthiques. Mais attention, les valeurs peuvent être en conflit les unes avec les autres, ce qui marque l'importance de les analyser pour déterminer comment les pondérer dans les circonstances. Alors, on parle quand même, encore une fois, du cas par cas. Alors, la première valeur, ça se trouve à être la liberté individuelle, le respect de l'autonomie. C'est une pratique qui est inscrite là, dans nos lois et dans la pratique des soins en santé. Cependant, dans le contexte de pandémie, les libertés individuelles peuvent être restreintes pour protéger une communauté. Et puis, dans le cas ici présent, il faut quand même garder une forme de liberté individuelle puisqu'elles doivent, elles peuvent et elles doivent être préservées, assurément, si les raisons qui les motivent sont justifiées et transparentes. Alors, on revient à cette idée de communication et de transparence. Ensuite, il y a la protection du public contre les préjudices. C'est une obligation de la santé publique de protéger le public contre tout préjudice grave, maladie grave, décès, perturbations sociales. On parle également de l'équité. C'est la répartition finalement équitable des avantages et des charges, des avantages de la réalité médicale vécue en temps de pandémie. L'idée est de traiter de manière équitable les personnes atteintes de la COVID et ceux qui ont besoin de services médicaux pour d'autres raisons, comme une autre maladie ou des blessures. La mise en place d'un processus clair avec des règles de décision qui sont équitables. Puis, c'est aussi dans l'idée de l'équité, veiller à la proportionnalité des décisions. Finalement, la décision ne devrait jamais affecter négativement plus d'individus que ceux qui auraient été affectés si on avait utilisé la méthode habituelle qui est le premier arrivé, premier servi. Après ça, on parle d'une priorisation qui ne devrait pas être accordée à un individu en raison de son statut social. Alors, on est encore devant cette idée d'équité où on répond aux besoins de tous également. Il y a la valeur d'obligation de fournir des soins. Je pense que c'est une valeur qui parle par elle-même. Il y a la réciprocité. On a tous vécu là, de près ou de très près ou de loin la situation extrême dans les hôpitaux. On ne peut pas se le cacher, là, la charge émotionnelle et physique peut, durant une pandémie, là, être extrêmement lourde sur les épaules des travailleurs de la santé. Donc, ils ont assurément vécu une charge disproportionnée dans la protection du bien public. En tant que société, on a la responsabilité éthique de leur fournir un soutien approprié. Alors, ce qui nous a amené, d'ailleurs, à faire du personnel soignant une des décisions pour résoudre une impasse en situation d'égalité. Pour ceux qui ont lu le protocole de priorisation des soins intensifs, là,
après avoir passé l'évaluation de chaque critère médicaux, il y avait là, une liste de 3 critères qui allaient nous aider finalement à savoir qui prioriser. Ces 3 critères-là, c'était le cycle de vie, soit l'équité intergénérationnelle, le personnel soignant, puis enfin, à la toute fin, la randomisation. Alors, c'est une forme de réciprocité que le protocole de priorisation a choisi de mettre en lumière là, pour prioriser finalement les gens qui avaient participé à l'aide sociale de notre situation extrême de pandémie. Plusieurs ont appelé ça, entre autres, là, le retour du balancier. Ensuite, il y a la confiance. Cette valeur est un équilibre là, fragile. Hein? On peut basculer cet équilibre-là à tout instant. Alors, la confiance est essentielle et doit être établie avant même le début d'une situation extrême. C'est une hypothèse, mais peut-être allons-nous avoir été capables, dans les travaux du protocole de priorisation, asseoir une confiance pour les situations extrêmes à venir, que je ne souhaite pas, mais bon, peut-être que question prévention, on a réussi ça. Toutes les instances sont un maillon de la chaîne. On parle des établissements, les intervenants, le ministère, le COULCI, le comité de priorisation, etc. Alors, il faut, dans la confiance, assurer des décisions éthiques transparentes et cohérentes. Et puis, les critères de priorisation doivent être clairs, documentés et accessibles. D'ailleurs, ceux qui ont voulu là, faire la lecture du protocole de priorisation, de la grille de décision, même du guide de priorisation, tout était disponible. Ça l'est encore d'ailleurs. Dans cette idée de confiance, il y a également l'implication des proches du patient et ou des proches là, dans le plan de soins à venir selon la lumière là, de la situation, là, puis des informations de priorisation qu'on a. Et finalement, avoir en place des outils nécessaires à l'amélioration du processus afin d'être fidèle aux nouvelles données, aux meilleures pratiques. D'ailleurs, le protocole que nous avons présentement, c'est la 3e mouture, finalement, qui a été faite à l'automne 2021, qui n'a pas cessé d'évoluer, finalement, depuis mars 2020. Dans nos valeurs éthiques, il y a l'intendance, finalement, les lits des soins intensifs et les ventilateurs menaçaient de devenir des ressources rares. Il était donc attendu d'en faire bon usage. La protection et le développement des ressources et la responsabilité du bien-être public deviennent des moteurs pour prendre des décisions. Et enfin, il y a la solidarité, qui est l'obligation d'aller au-delà de notre conception traditionnelle. Nous sommes, en fait, on a été un peu projeté vers un nouveau paradigme. Hein? Alors, il n'est plus question de focaliser sur l'intérêt d'un seul individu, mais bien d'élargir la santé au grand public puis aux travailleurs de la santé. Alors, c'est ce qui m'amène à vous parler de ce fameux changement de paradigme-là par les principes de priorisation. On a basculé lors de la priorisation vers un objectif de maximiser les bénéfices en se basant sur les principes de justice distributive. Ce que nous connaissons, puis en fait, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est un petit exercice comparatif entre avant pandémie et puis pendant la pandémie, qu'est-ce qu'on a dû faire? Alors, imaginons-nous à la normale, l'allocation des ressources donne priorité aux patients les plus malades. Ils auront droit à un essai thérapeutique au même titre que les autres. En situation pandémique, la priorité est donnée plus aux patients qui ont plus de chances de bénéficier des unités de soins intensifs et puis de se rétablir. Ces gens-là ne seront pas les plus malades, mais plutôt ceux en meilleure santé. C'est la démonstration de ce qui change là, d'un état normal versus un état de priorisation. Un deuxième exemple, à la normale, le médecin a le devoir de soigner, de représenter son patient et d'honorer le plus possible ses souhaits, ses valeurs, selon son meilleur intérêt, bien entendu. En temps de pandémie, le médecin devra plutôt allouer des ressources pour garantir que le plus grand nombre de vies sera sauvé. Les médecins doivent tenir compte plus de l'ensemble plutôt que d'un individu individuellement.
ce qui est quand même un très gros travail puisqu'ils ne sont pas formés en ce sens. Un dernier exemple, à la normale, le consentement est au centre de la relation de soins. En temps de pandémie, le consentement pour refuser ou encore pour interrompre un traitement n'est pas nécessaire. Je vous en ai parlé plus tôt, on parle d'une action qui vient d'en haut, qui est descendue le top-down, et puis le médecin doit simplement appliquer la décision. Alors, on se comprend, on est dans une situation extrême où la demande de soins est largement supérieure à l'offre. Les décisions relatives à l'utilisation des ressources ne peuvent pas se limiter uniquement au jugement clinique. Tous les patients, puis ça c'est important de le répéter, tous les patients recevront des soins le mieux adaptés possible pour leur état de santé et la disponibilité dans un contexte extrême. Alors, ça m'amène à vous parler de ce qui s'est passé dans les établissements un petit peu. Le protocole de priorisation, c'est, disons, incarné de différentes façons, là, mais il y a eu un peu des obligations. Premièrement, par la création d'un comité de priorisation qui incluait des médecins et des éthiciens. Il y a eu plusieurs formations pour les équipes de soins intensifs, mais aussi les équipes à l'urgence, les équipes sur les étages. La mise en place aussi de la communication du processus des trajectoires. Et puis, plusieurs simulations. Simulations à l'interne dans les établissements en soi, et puis aussi la tentative d'avoir des simulations entre établissements et avec le ministère. Bien entendu, ça a été vécu et développé de manière différente dans chaque établissement, ce qui nous a amené à vivre plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'est sans aucun doute la compréhension de la réalité dans laquelle on serait pour déclencher un protocole. Souvent, il y avait une incompréhension de ce facteur-là. Les médecins, les intervenants répétaient sans cesse « Oui, mais on va pousser les murs, on va avoir encore des lits, on va pousser, on va trouver un moyen. » Oui, au terme de ça, qu'est-ce qu'on va faire? Non, on va encore réussir. Bien, c'est à ça qui sert le protocole de priorisation, c'est de s'imaginer qu'on ne peut plus, on ne peut plus pousser les murs. Il y a vraiment une multiplication de patients, un manque d'effectifs réels, un manque de place. Et puis, je pense que les gens avaient de la difficulté à comprendre ça dû à leur grand inconfort. Dans notre système actuel, on est quand même habitué à repousser les limites, ce qui fait qu'on ne pouvait pas s'imaginer être rendu à un mur de béton qui nous empêchait réellement d'avancer. Un autre enjeu est que certainement, il y a un pourcentage des intervenants sur le terrain qui ne comprenaient pas à qui le protocole s'adressait. Alors, dans le cas de notre protocole là, dont on parle présentement, lui qui est pour l'accès aux soins intensifs, là, pour la COVID, tous les patients qui doivent recevoir des soins intensifs ou qui sont aux unités de soins intensifs sont visés par le protocole, peu importe l'étiologie de leur maladie. En d'autres mots, là, que tu aies la COVID ou pas, tu passeras par la priorisation si tu as besoin de soins intensifs. C'était ça. Alors, l'évaluation est faite sur les besoins de soins intensifs pour le patient et non pas sur sa maladie. Alors ça, c'était quand même un enjeu. Longtemps, au tout début, on voyait que les gens disaient « Oui, on va trier les gens qui ont la COVID, on va trier les gens qui ont la COVID. » Non, 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 non. C'est vraiment pour les soins intensifs. Un autre enjeu qu'on a vécu, c'est la manière que le protocole devait se dérouler dans son application réelle. Alors, l'idée, c'est que tant qu'on n'a pas de demande pour rentrer aux soins intensifs, on ne bougera pas personne qui est aux soins intensifs, même s'il y a des critères défavorables de sa situation. Ça, c'était un enjeu. Rapidement, on voyait des gens dans les simulations sortir des patients des soins intensifs en se disant « Mais j'aurai des lits. J'aurai des lits s'il y a quelqu'un qui rentre. » Non, 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 on laisse ces patients-là là. Et si on a besoin des lits, alors si ça cogne à la porte, on a besoin de lits, bien, ces gens-là auront congé puisqu'ils ont des critères défavorables.
Mais en attendant, on les laisse là. Alors, il y avait cet aspect-là. Et puis, il y avait l'aspect aussi inverse qui était de vouloir... je vais m'arrêter là. Je ne veux pas aller trop loin. C'est très technique, très terrain, je vais m'arrêter là. Alors, voilà, vraiment, vraiment, dans son application, ça devenait difficile à faire comprendre. Je pense que l'enjeu le plus important qu'on a dû faire face, c'est de loin l'adhésion des intervenants. On a parlé de confiance tout à l'heure. Une grosse partie du travail de promotion de conscientisation du protocole de priorisation pour les intervenants provient de la confiance qu'ils ont envers leur institution, leur établissement, le ministère, le protocole en soi, les gens qui l'ont mis sur pied. Et puis ça a été quand même assez difficile à vivre au CHU de Québec, mais ailleurs, hein, je parle en général, là, vraiment. Il y a eu un décalage entre le protocole lui-même, appelons-le l'aspect théorique, et le terrain, qui représente plutôt l'aspect pratique. On voyait plusieurs embûches, là, entre autres, créer des canaux de communication efficaces entre les soins intensifs et puis tous les autres départements, l'urgence, l'étage, etc., la chirurgie. Et puis, on pouvait avoir un patient... Finalement, les trajectoires étaient difficiles à comprendre. D'un côté, on disait oui, il faut absolument faire ça. De l'autre, on disait non, non, non. Alors, selon l'énergie que les établissements avaient choisi de faire, là, de donner dans la mise en place du protocole de priorisation, bien, il y a des établissements qui se sont ramassés avec une structure beaucoup plus solide que d'autres. Et puis, un autre enjeu qu'on a dû faire face, alors, c'est la standardisation entre les établissements. Vous ne serez pas surpris. L'application de la mise en place là, du protocole de priorisation a été très différente pour plusieurs raisons. La première raison, la réalité des établissements et leur structure en soi. Visiblement, là, ça a été une application relativement hétérogène là, par la force des choses, puisque les établissements n'ont pas la même flexibilité, la même capacité dans leur réalité à intégrer ce genre de protocole-là. Puis, assurément, l'investissement qui a été fait par les établissements. Chacun a pu ou a voulu déployer plus ou moins d'effectifs et d'énergie. Alors, une réflexion pour l'avenir, là, moi, je me questionne quand même beaucoup sur c'est quoi la bonne manière ou les bonnes manières d'implanter un protocole comme celui-là. Là, on parle du protocole de priorisation des soins intensifs, mais vous avez certainement vu passer dans les dernières semaines tout ce qui apparaît sur la tentative de prioriser l'accès sur les étages, comment gérer les étages, dans les établissements. Ça revient, hein, c'est quand même collé, c'est différent. Ce n'est pas un protocole qui est clair, qui est de la même manière, mais les idées derrière ça sont les mêmes. Le protocole de priorisation des chirurgies, exactement la même chose. Alors moi, je me demande comment on doit faire, comment on doit s'y prendre pour faire descendre ce type de protocole-là dans nos établissements pour assurer l'adhésion des intervenants et assurer qu'on ait une communauté de pratique qui reste unie. Une autre question que je me demande, c'est est-ce qu'on devrait produire un protocole plus universel pour des situations futures, d'autres urgences sanitaires, d'autres maladies? Je vous en ai parlé tout à l'heure, cas d'orange, catastrophes naturelles, etc. Et puis, une chose est sûre, c'est que je pense que le protocole de priorisation qu'on a réalisé il y a 2 ans, qui a évolué, ça nous aura permis d'encourager des réflexions sur notre conception du soin. Qu'est-ce qui est la bonne utilisation des ressources et des services? Est-ce qu'on a un service limité? Et si oui, il se limite où? Ça nous rappelle aussi la conception de la futilité des soins. On en est où en tant que société par rapport à ça, par rapport à l'accès aux soins pour tous? Est-ce que le protocole de priorisation, est-ce que la COVID n'aura pas été un levier finalement pour repenser nos services actuels? Et si oui, comment on va être capable d'actualiser tout ça? Est-ce qu'on va être capable de pousser la réflexion
lorsque la COVID sera moins présente ou elle nous donnera moins d'embûches finalement, est-ce qu'on va être capable d'intégrer ça dans notre réflexion. Alors voilà, ça met fin à ma présentation. La parole est à vous.